Bonsoir et merci de votre présence. Donc il y a des choses que j'avais prévues, mais que, comme tu l'as déjà dites, mais je ne vais pas les redire. Hein. Bon, alors le 10 mai a été choisi en 2006 pour célébrer la Journée nationale des mémoires de la traite et de l'esclavage et de leurs abolitions. Le commerce des esclaves africains sur la côte atlantique, commerce triangulaire, et sur la côte australe donnant sur l'océan Indien, va représenter un drame humain d'une ampleur historique inégalée et un handicap démographique pour l'Afrique dont les effets vont perdurer jusqu'à nos jours. Les estimations varient quant au nombre exact d'Africains arrachés au continent pour être vendus comme esclaves. Selon les travaux récents de l'historien Olivier Pétré-Grenouillot, essai sur l'histoire globale 2004, quelques 11 millions d'Africains auraient été vendus comme esclaves sur la côte atlantique entre le 15e et le 19e siècle, auxquels il faut ajouter les 17 millions d'esclaves africains vendus entre le 8e et le 20e siècle dans le commerce transsaharien et la traite de l'océan Indien, soit au total, pour cet historien, 28 millions d'esclaves déportés de l'Afrique. Et comme le précisait le théoricien américain panafricaniste Dubois, il importe de prendre en considération, au-delà des esclaves vendus et arrivés à destination, de prendre en considération toutes les victimes collatérales de ce commerce, ceux qui sont morts plutôt que de se laisser capturer, ceux qui n'ont pas survécu aux conditions de détention et de transport, les enfants qui sont morts parce que leurs parents ont été capturés, et si on compte tout ça, Dubois estime qu'il faut compter en moyenne 4 victimes collatérales pour un esclave vendu. C'est la plus grande migration forcée de toute l'histoire. Donc, je ne vais pas dire ce que Raymond a dit sur ce qui se passe chaque année. Simplement, je vous rappelle une chose qu'il n'a pas dite, oui. C'est qu'au mois de mai, comme chaque année, le cinéma, à ma demande, passe un film sur l'esclavage transatlantique ou bien la colonisation ou le racisme, suivant ce qu'on peut trouver. Et cette année, le film est Ni chaîne ni maître, qui est un film français réalisé par Simon Moutaïrou et sorti en 2024. Il s'agit du premier long métrage du réalisateur traitant de l'esclavage et du marronnage à l'île Maurice au XVIIIe siècle. Alors, à la séance de cinéma, j'en ferai une petite introduction pour évoquer le contexte historique. Voilà. Rendez-vous 18h30. 18h30, merci. C'est 18h30, voilà. C'est le 15 mai. Voilà. La commémoration de l'abolition de l'esclavage est une commémoration officielle, donc théoriquement obligatoire. Hein. Et sauf que dans le département, il n'y a que Thuir qui le fait. Et ensuite, qu'est-ce que je veux? Je vais simplement vous dire, bon, la loi du 21 mai 2001 tendant à la reconnaissance de la traite et de l'esclavage en tant que crime contre l'humanité, dite loi Taubira, du nom de la députée Christiane Taubira, rapporteuse de la loi à l'Assemblée nationale, reconnaît comme crime contre l'humanité les traites et les esclavages pratiqués à partir du XVe siècle sur les populations africaines, amérindiennes, malgaches et indiennes. Donc, les programmes scolaires et les programmes de recherche en histoire doivent accorder à cela la place conséquente qu'il mérite, en théorie. Bon, ensuite, au niveau de l'Europe, les députés européens ont adopté le vendredi 19 juin 2020 une résolution portée par l'eurodéputé réunionnais Younous Omarjee qui reconnaît la traite de l'esclavage comme un crime contre l'humanité. Cette résolution, adoptée à une large majorité, est plus globalement une ferme condamnation du racisme et elle débute ainsi La vie des Noirs compte, en référence au meurtre de George Floyd aux USA. Voilà, donc c'était la présentation que je voulais vous faire. Et maintenant, je passe la parole à Jean-Claude Giffard. Merci Hélène.
sais pas. Ah, pardon, excuse-moi. Viens vers toi. Alors, je voudrais tout d'abord vous remercier d'être parmi nous ce soir et commencer par une question. Je voudrais savoir une chose. Je suis désolé de vous faire travailler, mais pour une fois, c'est pas les Noirs. Combien d'entre vous pensez que créole est réservé seulement aux Antilles, et aux Caraïbes, Rome, etc. Levez la main, simplement. Vous n'avez pas compris. Quand je vous parle de créole, qu'est-ce que vous pensez automatiquement dans votre tête? Où mettez-vous le mot créole sous le globe? Martinique, Guadeloupe, que pensez-vous de créole? Où mettez-vous créole sous le globe? Antilles? Antilles? Rome? Vacances? Comment? Musique? Eh bien, je vous remercie. Alors, c'est très bien. Alors, on va voir ensemble quelques petites choses. Alors, mesdames, messieurs, en vos grades et qualités, l'origine du mot créole est complexe et a évolué au cours du temps, mais voici une explication générale. L'origine. Le mot créole provient du portugais. Cri ou loup, qui lui-même dérive de l'espagnol criollo. Ces termes sont dérivés du verbe latin, je ne fais pas le signe de croix, créare, signifiant créer. D'abord utilisé par les Portugais et les Espagnols, au XVe et XVIe siècle, le mot désignait initialement les personnes d'origine européenne nées dans les colonies d'outre-mer par opposition à celles nées en Europe. On est loin du ponche, hein? La signification du mot créole a varié selon les contextes géographiques et historiques. Dans la Caraïbe et en Amérique latine, pas de punch, pas de musique. Le sens colonial, initialement, il désignait les descendants d'Européens nés dans les colonies. Je suis désolé pour la musique. Sens culturel. Avec le temps, les termes ont pris une connotation plus large pour inclure les personnes de divers mélanges ethniques, souvent associés à une culture locale distincte. Par exemple, en Louisiane, un créole peut désigner quelqu'un d'origine française, espagnole, africaine, amérindienne ou un mélange de ces origines. En Afrique, comme disait Hélène, le terme a parfois été utilisé pour désigner les esclaves nés dans les colonies par opposition à ceux importés d'Afrique. Alors, la langue créole. Le terme est aussi appliqué aux langues issues du contact entre plusieurs langues. C'est ça le bon. Souvent, dans un contexte colonial créant des langues nouvelles, avec des éléments lexico-grammaticaux différents de source. Conclusion, ainsi, créole peut se référer à une identité culturelle, une langue ou une origine ethnique spécifique selon le contexte. Sa signification a évolué, reflétant dynamique complexe de la colonisation, de la migration, de la fusion des cultures. L'histoire coloniale est vaste et complexe.
couvrant des siècles de domination, l'exploitation et la transformation des sociétés à travers le monde. Voici un aperçu général de cette histoire divisée en quelques grandes périodes et régions. Périodes et régions clés. Les Vikings, on y va jusqu'en haut en plus. Les périodes forment de colonialisme européen peuvent être retracées entre raids et établissements vikings en Europe et dans l'Atlantique Nord, y compris au Groenland, Vinland, actuellement Terre-Neuve. L'âge des découvertes, 15e, 17e siècle, Portugal-Espagne, avec des voyages de Christophe Colomb en 1492, Vasco de Gama en 1498 et d'autres. Les empires ibériques ont établi des colonies en Amérique, en Afrique, en Asie. L'espagnol et portugais ont répandu et le système des encomiendas et le commerce des esclaves, comme le disait Hélène, ont commencé à prendre forme. Colonisation française, britannique, hollandaise, la France, la Grande-Bretagne et les Pays-Bas ont suivi, établissant des colonies à travers le monde. La France a colonisé les parties en Amérique du Nord, les Caraïbes, l'Afrique, tandis que la Grande-Bretagne et les Pays-Bas ont visé des territoires d'Amérique du Nord, en Afrique, en Asie du Sud et en Sud-Est. L'ère du colonialisme moderne, 18e, 20e siècle, l'expansion britannique, l'Empire britannique devint le plus grand empire colonial de l'histoire, s'étendant de chaque continent avec des territoires comme l'Inde, on en parle en ce moment, l'Australie, l'Afrique du Sud et de nombreux autres. Le colonialisme français, la France, a maintenu des colonies en Afrique, en Asie du Sud-Est, Indochine, et dans les Caraïbes, avec un impact culturel et linguistique significatif. La Belgique, l'Allemagne et l'Italie, ces pays ont également participé à la course pour l'Afrique pendant la période du partage de l'Afrique au XIXe siècle. Alors, il y a eu la décolonisation au XXe siècle, après la Seconde Guerre mondiale. Le déclin des empires coloniaux européens a commencé avec la dépendance de l'Inde, suivi une vague de décolonisation à travers l'Afrique, l'Asie, les Caraïbes, la Caraïbe. La décolonisation a été souvent marquée de luttes de libération coloniale, qui d'ailleurs continue en ce moment, des conflits armés et des négociations diplomatiques. Alors, il y a eu des impacts et quelles sont les conséquences économiques? Les colonies ont été souvent exploitées pour leurs ressources, entraînant des économies de plantation, extraction minière, des commerces triangulaires d'esclaves dont a parlé Hélène, socioculturels, on y arrive. La colonisation a conduit à des mélanges culturels. L'imposition de nouvelles structures sociales, de langue et de religion, mais aussi des pertes de culture autochtone et à des tensions identitaires, politiques, psychologiques et éducatives. Alors, la réflexion critique, il y a eu une réévaluation historique. Il y a un mouvement croissant pour réévaluer l'histoire coloniale, reconnaître les torts historiques et reprendre les impacts à long terme sur les sociétés post-coloniales. Répartition et justice, certaines nations et groupes demandent des réparations
l'histoire coloniale reste un sujet d'étude intense, de débat, de réconciliation, reflétant sur l'impact durable de ces périodes sur les dynamiques mondiales actuelles. Puis il y a eu les destructions, des érosions culturelles. Il y a eu aussi des pertes. Il y a eu des pertes de langue. De nombreuses langues autochtones ont disparu ou sont en voie de disparition à cause de la promotion de langues des colonisateurs au détriment des langues locales. Par exemple, en Amérique latine, de nombreuses langues amérindiennes ont été supplantées par l'espagnol ou le portugais, le Brésil. Érosion des traditions, les pratiques religieuses, les rituels, les systèmes de gouvernance, les arts traditionnels, ou souvent ont été marginalisés ou interdits. Par exemple, les pratiques spirituelles ou les systèmes de croyances autochtones ont été combattus par les missionnaires chrétiens. Certains sont devenus papes. Changement de systèmes sociaux. Les structures sociales traditionnelles ont été bouleversées par l'introduction de nouvelles classes sociales, de systèmes de propriété et de lois basées sur des modèles européens. Le Brésil, par exemple, souvent menant de la désintégration des sociétés linéaire et égalitaire. Ça devient compliqué, je bois un coup. Allez, du rhum pour tout le monde. On va arriver au créole, vous en faites pas. Création du système culturel, parce qu'il fallait qu'il s'en sorte. Alors, il a eu la créolisation. Quand même, il fallait qu'ils s'en sortent, les mecs, quand même. Alors, la créolisation, le contact entre cultures a mené la formation de nouvelles cultures hybrides. Ah oui, il fallait qu'ils s'en sortent. Ou créole, ça y est, ils y arrivent. Où les éléments des cultures colonisatrices et locales se sont mélangés pour créer des formes uniques d'expression culturelle. Par exemple, la musique, la cuisine et les langues créoles dans la Caraïbe. La fusion religieuse. De nouvelles formes de religion ou de pratiques religieuses ont émergé, comme le vaudou haïtien, qui existe encore, qui combine des éléments de l'Afrique de l'Ouest avec le catholicisme ou le candomblé au Brésil. Pour ceux qui sont allés, ça existe encore. L'innovation artistique. Les arts ont souvent été un terrain de fusion culturelle avec des styles, des techniques et des thèmes qui empruntent des traditions locales ou européennes. L'art colonial mexicain, par exemple, montre une synthèse entre l'art indigène et l'art européen. L'identité et résilience culturelle, renforcement de l'identité. Parfois, le colonialisme a paradoxalement renforcé l'identité culturelle locale, comme dans les cas où les peuples colonisés ont lutté pour persévérer leur tradition face à l'assimilation forcée. Des mouvements de renaissance culturelle après l'indépendance de nombreux pays ont vu émerger des mouvements de
de revitaliser des cultures locales comme des mouvements de négritude en Afrique francophone qui célébraient la culture africaine. Conséquences à long terme. Il y a une dichotomie culturelle dans de nombreux pays postcoloniaux. Il existe une tension entre l'adaptation des aspects de la culture coloniale et la préservation ou la redécouverte de la culture locale. Tourisme et représentation culturelle. L'éducation, en fait, et langue. L'éducation postcoloniale doit souvent naviguer entre la langue et le système éducatif importé et le désir de promouvoir, enseigner les langues et cultures locales. Je peux vous dire que ce n'est pas facile. Je l'ai vécu, c'est très difficile. Réflexion contemporaine. Il y a aussi une décolonisation de l'esprit. Il y a un effort pour décoloniser les esprits, les institutions et les pratiques en remettant en question les héritages coloniaux dans les pensées, l'éducation, les politiques culturelles. La répartition culturelle, certains appellent à des formes de répartition culturelle non seulement par la restitution d'objets culturels, mais aussi la reconnaissance et la valorisation de cultures locales. Ceux qui ont visité le musée du Quai Branly, eh bien, ils attendent toujours la restitution. Hein. Oui. Ils vont pas la voir, mais ils les attendent toujours. L'impact du colonialisme sur la culture locale est donc un sujet complexe où la destruction côtoie la création et où les peuples continuent de négocier leur identité pour un monde façonné par des siècles de colonialisme. J'arrive, je termine. Il y en a 50. La créalisation culturelle est un processus dynamique où les éléments de différentes cultures se mélangent pour former de nouvelles identités, pratiques et expressions culturelles. Voici une exploration détaillée de ce phénomène. Définition et processus, créalisation, je vais aller très vite, et mélange culturel. Les caractéristiques de la créalisation culturelle. Il y a le côté hybride. Il y a aussi le côté de s'adapter, d'avoir une identité fluide, une résilience, c'est atroce, mais également une résilience et une résistance. C'est pas toujours évident. Exemple de créalisation de culture. La Caraïbe, les Caraïbes, de Cuba à Trinidad. Les cultures caribéennes sont parmi les exemples les plus emblématiques de la créalisation où des influences africaines, européennes, amérindiennes, asiatiques se sont mélangées, résultant en des langues créoles. Vous n'aviez pas tort, mesdames. Cuisine, fusion, religion, comme le santeria ou le vaudou, et des styles musicaux comme le reggae, le calypso ou le zouk. Madame, vous aviez raison. Le jazz aussi, on peut considérer. Il y a également le jazz. Si on monte plus haut, on aura le jazz, etc. Il y a aussi, vous avez oublié, la Louisiane. La culture créole de la Louisiane mélange les influences françaises, espagnoles, africaines, amérindiennes, visibles. Si vous n'avez pas, il faut y aller. Dans la cuisine, comme le gombo, je ne sais pas si vous êtes allé aux Antilles, la musique,
et les traditions. Et puis on va faire un saut de 11 000 km, l'île Maurice. Je vous fais grâce du détail. Vous faites un saut de 12 000 km, le Brésil. C'est quand même beau, hein? Alors, l'impact de la créalisation, l'enrichissement culturel, l'identité et appartenance, et la globalisation. En conclusion, la créalisation culturelle est un processus vivant et continuel qui reflète en fait la complexité des interactions humaines à travers le monde. Elle souligne l'adaptabilité et la créativité des cultures face au changement et à la diversité. La créalisation linguistique est un processus par lequel une nouvelle langue, appelée langue créole, émerge à partir du contact entre plusieurs langues, souvent dans un contact de colonisation, malgré tous les horreurs qu'a décrit Hélène, malgré tous ces morts, malgré ces 28 millions de morts, malgré tous ces enfants morts, de migration ou de commerce. Voici une exploration détaillée de ce phénomène. Je n'irai pas plus loin parce que je pense que vous êtes tous en train de dormir. Il y a toute une explication. Je vous donne quelques exemples de créole. Ouh, réveillez-vous. Là, ils sont en train de dormir. Hein. Non, parce que ça demande un travail. Oui, parce qu'il faut aller chercher ce travail à la Bibliothèque de France, c'est très très lourd. Il faut savoir qu'il y a un créole haïtien. Le créole haïtien est basé sur le français avec l'influence de la langue africaine et qui a été parlée par les Français, et c'est une langue qui est officielle en Haïti. Il y a le créole en Jamaïque qui parle anglais. Mais il y a un créole jamaïcain, dérivé de l'anglais, mais avec une structure grammaticale influencée par des langues africaines. Vous arrivez, en tant que francophone, dans un pays anglais, mais vous comprenez. Ne cherchez pas à comprendre, parce que sinon, ils vous envoient à tuer. Le créole mauricien. Le créole mauricien utilise un lexique principalement français, avec des mots empruntés des langues indiennes, chinoises et malgaches. Je ne sais pas si il y a des gens dans cette assemblée qui est allé à l'île Maurice. La première fois que j'ai atterri à l'île Maurice, contrairement à la Martinique, qui appartient à l'Europe, vous arrivez à l'aéroport, vous voyez écrit en anglais, vous voyez écrit en créole, français, anglais, en français, créole, anglais. Et vous regardez et vous vous dites, tiens, cette langue me dit quelque chose. Vous passez du mauricien au créole et automatiquement votre cerveau commence à décoder le créole mauricien. Vous ne comprenez pas pourquoi,
Mais vous commencez à le décoder. Je ne suis pas psychiatre, je n'ai pas envie de terminer à tuer. Et puis, vous avez ce qu'on appelle le tok pisin. C'est une langue, là je l'ai appris, hein. J'ai cherché pour vous, je l'ai trouvé. C'est une langue qui est parlée en Papouasie-Nouvelle-Guinée, qui est basée sur l'anglais. Alors là, il fallait les trouver, les mecs, hein, en Papouasie, parce qu'ils mouraient sûrement avant. Basée sur l'anglais, mais avec une influence de nombreuses langues locales. Et puis il y a aussi le créole réunionnais. Lui, c'est une langue qu'on appelle une langue qui est vernaculaire de l'île de la Réunion. Et un peu compliqué, mais en s'y mettant, on le comprend. L'identité culturelle dans tout ça, c'est que la langue créole joue un rôle crucial dans l'identité et la culture des peuples, servant de marqueur d'appartenance et de résistance culturelle. Et en Guyane aussi. Oui, mais le créole guyanais... Alors, je vais pas parler... Oui, très cher. Je n'ai pas parlé de la Guyane parce que le créole guyanais ressemble au Guyane martiniquais. Quand vous parlez... Oui. On ne va pas rentrer là-dedans parce que quand vous parlez... Non, mais comme tu as parlé de langue vernaculaire, et oui. en Guyane, c'est la langue vernaculaire et c'est un mélange d'anglais, de français, de oui. créole. J'en conviens. Voilà, donc c'est pour ça. Oh non, mais... oui, tout à fait. Et c'est vrai que, oui, il y a la Guyane, il y a aussi le Suriname, et comme j'ai parlé du Brésil, oui, j'en conviens, et je partage tout à fait ton point de vue, et je te remercie. Oui, c'est vrai. Alors, l'éducation politique et linguistique, il y a un mouvement, en fait, qui peut intégrer les créoles dans un système éducatif et les reconnaître officiellement, reflétant une valorisation de la diversité linguistique. Alors, il y a une réflexion théorique à tout ça, c'est que la théorie de la créolisation, les linguistes étudient la créolisation pour comprendre comment la langue évolue, se simplifie ou se complexifie. Il a tendance à se complexifier. Hein. Et comment les identités linguistiques se forment. Le débat sur l'origine. Il existe des débats académiques et le mécanisme exact de la créolisation, notamment si le créole sont des langues simplifiées ou des langues complexes. Parce que là, ils s'arrachent les cheveux, les mecs. Hein. Donc, pour faire du latin et du grec, comme moi, qui sont des langues mortes, le créole évolue. La créolisation linguistique est donc un phénomène fascinant, c'est pas moi qui le dis, ce sont les linguistes, qui met en lumière la créativité humaine dans la communication, en particulier dans une situation de contact culturel et linguistique intense. Je suis désolé pour le rhum, désolé pour la plage et les moustiques. Un exemple, je n'ai pas parlé du Canada, mais on parle créole au Canada. Un exemple, je suis au Canada, dans le nord du Canada, parce que j'ai visité le monde, sauf l'Australie, en Australie, et on me dit, ce soir, il va y avoir beaucoup de maringouins. Je regarde, je dis, pardon, le maringouin. On me dit, ceci, le maringouin en Martinique, ce sont des moustiques. Et on me dit, dans le trou du cul du monde, pardonnez-moi cette expression vulgaire, il va y avoir des maringouins. Je regarde ce Canadien qui me dit qu'il y a des maringouins. Ce que me disait ma grand-mère. Ma grand-mère était blanche, c'est vrai, mais bon, elle n'a pas été au Canada. Voilà, entre autres. Et quand je suis allé en Nouvelle-Orléans, quand je travaillais, et j'ai fait aussi le carnaval de Nouvelle-Orléans, on parle créole, et on mangeait au massou.
Ouassou, c'est en Guadeloupe. On mangeait ouassou. Ne me demandez pas pourquoi, je ne sais pas. On mangeait ouassou. Ça doit être un peu plus... ça ne doit pas être comme en Guadeloupe, mais ils mangeaient ouassou. J'ai dit, avez-vous des questions? Parce que j'ai plus épais derrière. Ces questions, c'est juste le côté positif de ce que vous racontez, en fait, qu'à travers les mélanges, c'est sûr, la colonisation, ça n'a pas été positif, c'est pas ça que je défends, mais effectivement, votre discours à travers l'étude que vous faites de la culture et de ce que finalement est cette culture créole vivante, là, ça c'est positif, on va dire toute la créativité qu'il y a, toute la terme d'identité. Du coup, je trouve que c'est intéressant, effectivement, ça contrebalance un petit peu tout ce qui historiquement a été très douloureux sur la question de l'esclavage. Voilà. Je ne sais pas comment formuler la question, mais moi j'aimerais entendre aussi des témoignages dans le public pour savoir comment vous vivez actuellement votre culture, qu'est-ce que vous pouvez en dire, je pose certainement une question un peu bizarre, mais... Vas-y, oui, parce que moi je... Enfin, ce que vous dites, vous allez peut-être trouver la réponse justement dans le film qu'on va passer avec de Édouard Glissant, parce que pour Édouard Glissant, les cultures n'ont pas fait que se mélanger. Elles ont créé des choses nouvelles. Hein. Elles ont créé des choses nouvelles. Parce qu'à l'origine, quand les marchands découvraient ces contrées, il fallait qu'ils parlent avec les populations. Donc il y avait des langages très simples et qui étaient informels, qui bougeaient. Ça s'appelle les pidgins. Et ensuite, au bout d'un certain temps, ces pidgins étaient parlés par les enfants dès leur naissance. Et c'est à ce moment-là que le pidgin devient la langue créole. Et ces créoles, bien sûr, sont différents suivant les régions, suivant les mélanges qu'il y a eu. Et ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, donc, vous allez, quand j'évoquais le film, c'est le côté positif qu'il y a dans cette création. C'est pas seulement au niveau de la langue, au niveau de la poésie, etc., puisque dans le film, on vous parlera d'Édouard Glissant, de Patrick Choamoiseau, qui sont des grands poètes, mais c'est aussi au point de vue relations humaines. Moi, ce que j'ai eu envie de proposer ce thème, c'est parce que Guigna Coury, le président des Afro-descendants, me disait avait le souci de quelle place culturelle auraient ses enfants, qu'est-ce qu'ils allaient faire de leur héritage africain, de ce qu'ils venaient ici. Et la créolisation est une réponse. Parce que dans toute cette histoire dramatique, tragique, etc., les gens ont trouvé une façon de vivre, ont créé une identité. Et ça, si vous voulez, cette créolisation, elle invalide le racisme. Ça veut dire que des gens de cultures très, très, très différentes arrivent, quand ils se rencontrent, à créer des choses communes. Mais positives. Et positives, pour vivre, pour se débrouiller. C'est pour ça que, comment dirais-je, si vous voulez, l'idée de créolisation s'oppose à l'idée de grand remplacement. Voilà. Voilà, sinon je veux dire autre chose. Ah non, non, pas du tout. Please. Oui, alors moi je trouve que, pour moi, alors on a parlé de créole et de créolisation, c'est quand même pas du tout la même chose, parce que la créolisation, on fait tout ça ensemble là en ce moment, et le créole, c'est une langue vivante, et notamment une langue vivante aux Antilles. Et puis moi, j'ai pas... Alors, ouais, bon, ouais. Mais en tout cas, pour moi, le créole, c'est quand même d'abord la résistance, et puis aussi la joie. Et j'aurais envie, je me permets,
de dire deux petits chants créoles avec le chant de résistance qui va être résister, nous qu'à résister, maman est là. Résister, nous qu'à résister au soir. Résister, nous qu'à résister, maman est là. Crier les anciens, nous qu'à dire oh merci au soir. Bravo! Le dernier petit chant que je voudrais partager avec vous ce soir, parce que c'est un chant de joie, et je trouve que la joie, elle l'emporte, parce que cet inattendu qui est créé dans la créolisation, ben, ça crée aussi de la joie. On ne sait pas pourquoi, c'est un mystère quand même qu'il y ait cette joie qui arrive. Et c'est Oulo, banou créola, Oulo, banou créola, Oulo, banou créola, tonnerre Didier, banou créola. Voilà. Allez. Mais si je peux te répondre, et d'ailleurs ça me touche, j'ai envie de prendre d'être comme Monsieur Spock et me mettre dans l'appareil et partir aux Antilles. Tu viens de dire, de citer deux choses, c'est-à-dire deux vecteurs de notre vie, de quand on était petit, quand on vivait là-bas, c'était ça qui nous faisait vivre. Tu comprends? C'était le battement de notre cœur. Et quand tu le sors, c'est comme un peu ce que faisaient et que font d'ailleurs toujours les moines tibétains avec leur bol, avec leurs fréquences, et puisque tu l'utilises dans ton métier, c'est la fréquence que tu nous envoies dans notre cœur. Et quand tu le sors, tu m'envoies, tu me transmets là-bas. Et c'est peut-être, je ne suis pas linguiste, et je suis loin d'être linguiste, mais tu me transmets. Et je pense que c'est ça qui nous a permis, sous cette petite terre, de résister. C'est ma façon. Je ne suis pas linguiste, je ne suis pas philosophe. Je suis loin d'être philosophe, mais c'est génial. Et c'est peut-être grâce à ça qu'on a résisté. Non? Qu'est-ce que tu en penses? Oui, tout à fait. Et en plus, parce que et toi, ma chère Guadeloupéenne à côté? Tu es ému? Et ce que je voudrais dire aussi, c'est que cette créolisation, c'est pas seulement qu'un mélange. Dans la créolisation, il y a une grande variété. Bon, je me rappelle que quand j'étais en Guadeloupe avec Pierre, il y avait des catholiques, il y avait des gens qui étaient qui avaient des croyances plus ou moins un peu bizarres, mais tout n'était pas noyé dans une mondialisation uniforme, c'est ça que je veux dire. Je m'exprime mal, je suis désolée, mais je n'ai pas l'habitude de parler à... Voilà. Mais je veux dire que ce mélange, ça ne fait pas un résultat uniforme comme, par exemple, dans l'industrie, où toutes les normes, tout devient pareil. Vous comprenez ce que je veux dire? Tandis que là, la diversité reste foisonnante et vivante. Et voilà, c'est ça la différence entre la mondialisation des capitalistes et la créolisation. C'est ça la différence. Et je pense que la créolisation est un espoir pour nous. Parce que c'est avec ça qu'on invalide et qu'on dépasse le racisme. Il faut être intelligent. Parce que mes parents m'interdisaient de parler créole, je ne parlais pas créole à mes parents, je faisais du grec, du latin, je faisais les matines, et le soir, je ne sais pas comment ça s'appelait, je ne parlais pas créole à mes prêtres, qui me faisaient des cours, il était hors de question de parler créole au lycée, mais il était strictement hors de question que je parlais créole, et je parlais créole avec qui? Avec mes copains, et voilà, avec mes amis, et j'allais chercher
des mangos, et c'était ça, et voilà, et je parle, je comprends le créole, et ça m'a pas cassé. Et leur paternoster, tu sais où je leur mets? Les Catalans ont eu la même chose. Je suis en train de lire l'histoire de la Catalogne. Mais On nous a interdit de parler de catalan. oui, je sais, je suis au courant. Mais il était hors de question. Et j'ai fait ma première communion, la deuxième, et la troisième, c'est là, avec l'huile, là, avec l'huile. Et ma langue profonde, viscérale, c'était le créole. Et les pères, ils me tapaient quand tu avais un, tu te prenais des coups de règle. Allez, à toi. Non, pas. Vas-y, tu peux lancer. Non, je faisais un signe à Raymond, lui dire que quand il aurait fini, on passerait peut-être un film. Vas-y, je t'en prie. Ouais. Allez, c'est parti. Peut-être Moi, que je voudrais le revoir. on se met là. Oui, Oui, parce que je voudrais le revoir, parce que je te remercie. Avec eux, vous comprendrez beaucoup mieux qu'avec nous. Oui.